Tant mieux si j'y suis pour quelque chose. C'est par cette phrase que le prétendu philosophe va-t-en-guerre Bernard-Henri Lévy se gaussait d'avoir été en 2008 l'un des instigateurs d'un conflit qui a coûté la vie à plus d'250 000 d'êtres humains. Depuis plusieurs années, nos plateaux de télévision, nos ondes de radio, nos colonnes de journaux pullulent d'autoproclamés experts, passant de chefs de guerre à épidémiologistes, de géopolitologues à économistes, de sociologues à philosophes autoproclamés. Avec toujours le même objectif, lutter contre le mal, avec toujours le même remède, envoyer mourir les enfants des autres. C'est ce que Pierre Conessa appelle dans son dernier ouvrage le complexe militaro-intellectuel. Une caste de prétendus sachants qui avaient jadis le courage de prendre les armes pour défendre leurs idées, mais n'ont aujourd'hui plus que la vaillance de dégainer des micros. Comment notre société de la bienveillance et de la tolérance peut se ranger derrière des chefs de guerre autoproclamés eux aussi, afin de justifier l'injustifiable? Notre société de l'information est-elle réellement devenue plus transparente que la Pravda d'antan? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter, pendant 1h30 de répondre, dans cette première interview de l'année. Je vous souhaite un très bon épisode, et je vous dis à demain pour un retour à la rigolade, avec un nouvel épisode de Je suis pas content. Ciao! La guerre devient un spectacle. La guerre devient un spectacle en live. Alors Bernard Lévy, il a 4 génocides en stock là actuellement. Si on doit faire un ordre d'entrée dans le tribunal pénal international, c'est évident que George Bush devrait y être dans la salle d'attente depuis longtemps. Rappelez-vous le 11 septembre, 15 Saoudiens sur 19 terroristes et George Bush en janvier 2002, il accuse l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. La victimologie, ça sert à ça. Ça vous sert à justifier un peu n'importe quoi. Parce que vous dites, oui mais attendez, cette terre était à nous il y a 2000 ans quand même, donc pensez à ça. Hollande, c'est l'exemple même de la trajectoire qui est un produit de parti. Il n'a aucune expérience internationale, il est président du Conseil général de la Corrèze. Moi j'aime beaucoup la Corrèze, mais ça ne fournit pas une expérience internationale. Particulièrement sur les sujets d'islam radical, où il est vrai quand même que la Corrèze est peu touchée. Rebonsoir tout le monde et bienvenue pour la deuxième partie de cette soirée. Nouveau sujet, nouvel invité. On va parler ce soir de la guerre, mais pas de ceux qui la font. Ça, on en avait déjà parlé avec Alain Juillet, entre autres. Là, on va parler de ceux qui la vendent avec notre invité de ce soir. Pierre Conessa, bonsoir. Bonsoir. Alors, très simplement, pour les gens qui sont là, est-ce que vous pourriez vous présenter? Je sais que ça doit vous saouler, mais il est vrai que le 4e de couverture du livre que vous venez de sortir, et dont on va parler ce soir, Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel, donne peu d'indices, puisqu'il est marqué « Pierre Conessa est un ancien haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense, où il a fait tout sauf de l'administration. » C'est sympa la DGSE? C'est une des parties, c'est pas la seule. Ah oui. C'est pas la seule. Non, parce que ça intéressera probablement vos auditeurs. J'ai aussi fait de l'exportation d'armement, donc vous voyez, c'est pas... Il n'y a pas que ce côté DGSE qui est sulfureux. Bon, je reprends depuis le début. Moi, j'ai commencé par des études d'histoire. J'insiste là-dessus parce que l'apparition des chaînes d'infos en continu a réduit le temps historique à l'immédiateté, si vous voulez. Bon, donc moi, j'insiste toujours sur la dimension historique des crises dont je m'occupe. Donc j'ai commencé avec des études d'histoire, j'ai passé une agrègue, j'ai enseigné pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, je me suis embêté un peu, donc j'ai passé l'ENA. Après l'ENA, j'ai été juge pendant 5 ans. Puis au bout de 5 ans, il y a une rotation comme ça. Puis je suis passé au ministère de la Défense, où je vous dis, j'ai à peu près tout fait, sauf de l'administration, où j'ai passé quand même 20 à 25 ans quand même, donc ça a fait un peu un bail. Après, j'ai dirigé une société d'intelligence économique pendant une dizaine d'années. Puis là, maintenant, je suis un retraité heureux, voilà. Donc j'écris. Oui. Voilà. C'est vous avez l'essentiel de l'information. Alors, votre livre, il s'appelle « Vendre la guerre, le complexe ». Et ça fait partie des titres où la première fois que je l'ai lu, j'ai cru que je l'avais mal lu. Je pense que c'est volontaire. Le complexe militaro-intellectuel. C'est quoi le complexe militaro-intellectuel? Justement, si votre œil a fourché, c'est parce que justement, on est tellement habitué à l'idée du complexe militaro-industriel. Le concept est né avec Eisenhower quand il quitte son deuxième mandat de président des États-Unis. C'est un ancien militaire, il a fait la guerre. Et comme il est en plein dans la guerre froide, il se rend bien compte que, si vous voulez, il y a une dynamique de l'armement, qui est évidemment du bloc à bloc, qui fait que les industriels de l'armement prennent une place que lui, nouveau président des États-Unis, trouve de plus en plus envahissante. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Good evening, my fellow Americans. We now stand 10 years past the midpoint of a century that has witnessed 4 major wars among great nations. Until the latest of our world conflicts, the United States had no armaments industry.
American makers of plowshares could, with time and as required, make swords as well. But we can no longer risk emergency improvisation of national defense. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Added to this, 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources, and livelihood are all involved. So is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. Et donc il forge ce concept de complexe militaro-industriel, mais pour dire il faut s'en méfier. Bon. Et c'est vrai que pendant toute la guerre froide, rappelez-vous, on était dans des dépenses d'armement qui évidemment ne se faisaient en miroir l'un de l'autre et chacun devait développer des nouveaux programmes. On avait la capacité de détruire plusieurs fois la planète, enfin bref. Et puis le système s'écroule en 91-92 quand tout à coup l'URSS disparaît. C'est un séisme parce que, si vous voulez, quand vous aviez... Vous savez, il y avait une phrase d'Arbatov, le conseiller de Gorbatchev, qui était très intéressante, qui était vraiment une phrase historique, qui disait... On ne laissera pas d'ennemis. À Helsinki, il avait dit ça aux équipes américaines. Je vais vous rendre le pire des services, je vais vous priver d'ennemis. Et c'est vrai que quand vous êtes dans un système de réflexion stratégique où vous n'avez plus d'ennemis, ben, on ne peut pas automatiquement virer à la boisson, si tu veux, mais enfin, on a quand même une période de désarroi. Sauf qu'il pensait que l'OTAN s'arrêterait. Lui pensait effectivement que l'OTAN s'arrêterait, mais il pensait que ça ferait miroir, si vous voulez, à la disparition du pacte de Varsovie. Mais c'est mal connaître la sociologie des systèmes comme cela, parce que le système américain a tout de suite produit du concept. C'est-à-dire que très vite, on est sorti le clash des civilisations, la fin de l'histoire, etc., pendant cette décennie 90. Et le clash des civilisations, il a été traduit en 35 langues, c'est-à-dire qu'ils ont formaté à eux seuls tous les débats stratégiques sur l'ensemble de la planète. Alors, vous dites, d'accord, c'est bien, sauf qu'il avait une conclusion sur laquelle on aurait dû, on était en droit de se méfier, c'est qu'il considérait qu'il y avait deux blocs qui étaient par nature déstabilisants et agressifs, c'était l'Asie et le monde arabe. Bon. Quand on sait le nombre de guerres qu'ensuite on a fait depuis 91, vous voyez que entre ceux qui pensaient à la mode américaine et puis ce qu'on a vécu dans la réalité, on avait de quoi se douter. Et puis ensuite, il y a le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est prodigieux pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la première fois que les Américains connaissent la guerre sur leur territoire. Me sortez pas la guerre de sécession, le dernier mec est mort en 55. Donc il y avait pas, les Américains n'ont jamais connu la guerre sur leur territoire. C'est-à-dire qu'ils savent pas ce que c'est les tickets de rationnement, les villes bombardées, etc. Les exodes de population, ils savent pas. Et donc le séisme, si vous voulez, a été d'autant plus fort que finalement la société américaine s'est trouvée, comment dire, interpellée. Et donc il y a deux solutions face à un séisme de cette nature. C'est est-ce qu'on s'interroge soi-même en disant mais pourquoi moi ? Et dans ce cas-là, il faut s'interroger sur ce qu'on a fait qui explique pourquoi on a été attaqué. Ou alors, la solution qu'ont fourni les psys, qui deviennent des acteurs essentiels du complexe militaro-intellectuel, c'est non mais attendez, on va vous expliquer, parce que nous on est normaux, nous on est le bien, donc si l'autre est en face et qui fait ça, c'est qu'il est fou. Or le fou c'était Ben Laden, et il le connaissait d'autant mieux qu'il l'avait aidé à lutter contre les soviétiques en Afghanistan, que lui-même avait protesté contre la présence des Américains pendant la guerre du Golfe, donc le personnage était connu. Donc si vous voulez, il y avait tous les systèmes qui s'étaient complètement éteints, si vous voulez, dans la surveillance de ce qui était en train de naître, si vous voulez, autour de Ben Laden. Et donc l'explication des psys, avec cet avantage qu'on retrouve vis-à-vis de Poutine aujourd'hui, c'est-à-dire non, mais vous inquiétez pas, ce type est fou.
Donc vous avez des tas de psys qui aujourd'hui diagnostiquent Poutine, alors que Freud a toujours insisté sur le fait qu'on ne diagnostiquait pas quelqu'un qu'on n'avait pas rencontré. Ma compagne est psy, elle est atterrée de voir en plus le ridicule des pathologies, des bilans pathologiques qui sont dressés, qui sont, enfin... Ah ben il a tout. Ça repose sur rien, il a tout, il a tout, y compris ce qui ne va pas ensemble d'ailleurs. Il est parano, il est schizophrène et tout. Et donc vous vous dites, voyez bien pour comment fonctionne ce complexe militaro-intellectuel, c'est que le besoin d'immédiateté dans l'information qui est né avec les chaînes d'infos en continu fait qu'il vous faut tout de suite, alors ce soir, qui est-ce qu'on a? Ah ben on a 4 personnages. Une chaîne d'infos en continu, ça fait environ 10 minutes d'information par heure. Le reste, c'est du débat. Ou de la répétition de l'information qui a déjà été dite. Oui, mais justement, c'est-à-dire si vous cumulez le truc de le point de presse de l'heure juste, puis ensuite le point presse de la truc, vous avez à peu près 10-20 minutes, plus vous avez la publicité. C'est-à-dire le reste, ça doit être occupé par des débats. Donc vous avez un besoin de personnalité dont le label est moins celui de l'expertise que le qualificatif. Regardez la crise du Covid. Regardez le nombre de spécialistes du Covid, maladies qu'on ne connaissait pas, qui sont apparus sur les plateaux télé. Vous voyez comment fonctionne la mécanique quand on ne parle pas de la guerre. Mais évidemment, sur la guerre, vous avez encore plus de candidats. Donc, vous voyez sur comment fonctionne ce système-là. Et donc, vous avez des strates d'intervenants de différentes natures. Bon, vous avez la figure de proue, c'est l'intellectuel médiatique. Bonsoir Bernard. C'est celui, si vous voulez, qui a créé le modèle et puis qui continue à surfer sur toutes les planètes. Lui, il n'a pas attendu la télé en continu, Bernard-Henri Lévy, pour être sur les plateaux de télé. À dire qu'il faut faire la guerre avec... Non, mais c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a la mise en place de ce mécanisme et puis ensuite il y a les personnalités. Le mécanisme, il est intéressant parce qu'il naît avec la guerre du Golfe. Pourquoi avec la guerre du Golfe? Parce que... Pas avec la Yougo, plutôt? Non, d'abord la guerre du Golfe. Parce que c'est la première guerre post-guerre froide. C'est-à-dire les Russes s'abstiennent. Donc Saddam Hussein a envoyé le Koweït. Donc il n'y a pas de problème, il faut aller défendre cette grande démocratie qu'est le Koweït. Et donc vous avez cette mobilisation occidentale qui va effectivement mobiliser plus de 150 à 170 000 hommes qui vont arriver en Arabie Saoudite. Vous voyez le choc pour une société aussi fermée que la société saoudienne. Et donc, ces types-là, pourquoi est-ce qu'ils arrivent? Parce que le roi d'Arabie Saoudite reçoit des propositions de Ben Laden, qui dit « Mais moi, j'ai des combattants en Afghanistan, je vais venir défendre la terre des lieux saints. » Le roi dit « Attendez, cher ami, on va discuter entre gens sérieux, je vais faire venir les Américains. » Et effectivement, vous avez une coalition énorme qui arrive en Arabie Saoudite. Cette coalition est un traumatisme énorme pour la société saoudienne. Vous aviez des femmes en uniforme et des femmes qui conduisaient. Quand tu avais un type de la police religieuse qui allait leur faire une remarque, c'était lui qui prenait une raclée. Donc vous imaginez tout à coup la déstabilisation qu'a représenté cette arrivée. Mais ce qui est amusant, c'est que donc on a 6 mois pendant lesquels toutes les chaînes d'information en continu de la planète arrivent. Pour nous, c'était la 5 ou la 6, je me souviens plus. Mais pas en continu pour l'instant, mais... C'était CNN. Mais si, c'est CNN. Ah oui. CNN couvre la guerre en continu. Je voudrais pas attaquer CNN, mais CNN est un phénomène nouveau sur lequel les journalistes vont devoir réfléchir. C'est une sorte de robinet à information, sans filtre, et qui sont... Enfin... Vous comprenez, lorsque CNN diffuse ses présentateurs avec des masques pendant des heures, alors que un certain nombre de journalistes français, et pas des moindres, dans 2 étages au-dessus, aussi bien Charles Anderlin sur la 2 que moi sur la 5, on avait enlevé nos masques, parce que faut pas exagérer, cette espèce de show, ça on ne le fait pas. A few moments later. Paul Lefebvre. Paul. Oui, Paul, je vous entends. Où êtes-vous, mon cher Paul? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, je sens que vous avez un masque sur le nez. Merci, Paul. Où êtes-vous exactement? Ah, on est... Attendez, c'est pas possible. Ben oui, je peux pas transmettre avec le masque, c'est pas possible, on n'entend rien du tout. Et donc, si vous voulez, 2 choses. La guerre devient un spectacle. La guerre devient un spectacle en live, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des correspondants de guerre, donc tous les jours, vous allez avoir des informations. Après, ça s'enchaînera avec la Yougoslavie, la Somalie, tout ce que vous voulez. Mais le côté le plus surprenant, c'est que tout le monde disait ça va être un choc guerrier terrible, puisque l'armée irakienne est présentée comme la 4e du monde. Alors, ne me demandez pas qui est la 3e, on ne sait pas. Ah bah si, il disait que c'était nous. Bah, pour nous motiver. Bon, ça va pas. Les premiers et le deuxième, ça pouvait être les Américains et les Russes, mais le 3e, qui ça aurait pu être? Bah, en 90 bah si, c'était la France. Non, c'était ce que nous disaient les Américains pour qu'on y aille. Ah non, ça c'est autre chose, ils l'ont dit à tout le monde, ça. Ça veut pas dire qu'on était les 3e. Non, ce qui est intéressant, c'est cette classification, c'est-à-dire on dit c'est la 4e, et donc tout à coup, la guerre, quand elle va se déclencher, elle va se boucler en 120 heures. 120 heures, c'est 5 jours, c'est terminé. Alors vous avez une grosse déception. D'abord, toutes ces équipes de télé qui étaient là mobilisées. On s'aperçoit que finalement, cette armée irakienne était une espèce d'armée de fantoches. 3 coups de pétard, il n'y a plus rien. Et donc, on a tout à coup l'impression, nous, occidentaux, qu'on a une telle supériorité militaire
qu'on va s'auto-mandater gendarme de la planète. Puisqu'on a le moyen militaire, on va effectivement intervenir sur des crises, on va montrer que nos forces armées peuvent contribuer à défendre, à rétablir, si vous voulez, la paix, le droit de l'homme, tout ce que vous voulez. Ensuite, on va rentrer dans la Yougoslavie. On est convaincu qu'en envoyant des casques bleus français et anglais à Sarajevo, tout le monde va s'arrêter. On les met en interposition, les types. Ils étaient sous titre 3, ils n'étaient pas sous titre 5, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de se défendre. Ils étaient en interposition. Bon, on a quand même perdu 50 types en Yougoslavie. C'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'on était dans un espèce d'angélisme né de la guerre du Golfe, dans lequel on se dit nos armées vont vous régler ça vite fait. Bon, vous connaissez la fin de l'histoire. La crise d'un État fédéral, créé après 1918, la patrie des Slaves du Sud, vous vous souvenez? Sarajevo entre calme et guerre fantasmagorique. On ne peut pas imaginer que demain, quelqu'un va vous bombarder ou qu'il y aura des soldats qui vont tirer sur nous. C'est la loi de la guerre telle que la conçoivent les Serbes. C'était un scandale, c'était un siège quasi médiéval, des gens qui meurent, tout ça à 1h30 de vol de Paris. Terrassé à genoux sur le macadam en plein cœur de Sarajevo. Si ça tire, tu passes pas, si tu passes pas, c'est pas grave. Alors on a appris à courir pour éviter les balles. Parfois l'on marche confiant, mais les fous ou les ennemis de la paix sur Sniper Avenue sont là pour rappeler à un peuple qu'il n'est pas le plus fort avec ses faux espoirs. On peut dire qu'on était naïfs. On a pensé qu'on va arrêter tout ça. Créée en 1945, la République fédérative populaire de Yougoslavie est unie par la volonté d'un seul homme, le général Tito. À sa mort en 1980, les nationalistes se réveillent. La chute de l'URSS accélère leur prise de pouvoir. Dès 1991, la Slovénie puis la Croatie déclarent leur indépendance. C'est comme un château de cartes qui commence à s'écrouler. La Yougoslavie se disloque en seulement quelques mois sous le regard incrédule de la population. On a déjà senti depuis l'élection, première manif pour la paix, tout ça, que ça ne va pas. Et déjà avec Slovénie, Croatie, mais on n'a jamais pensé que ça va venir à Sarajevo, mais doucement, doucement. Le 6 avril 1992, une manifestation réunissant des milliers de personnes se tient à Sarajevo. Croates, bosniaques, serbes, tous réclament la paix. Il y avait des dizaines, des cars qui amenaient les gens de tous les coins de Bosnie. Et on organise un grand manif pour la paix. Le résultat, les premières victimes. Depuis le toit de l'Holiday Inn, des nationalistes serbes ouvrent le feu sur la foule. C'était panique absolue, les gens qui sont courus dans tous les sens, il y a eu des blessés, il y a un petit peu... C'était bordel. Tout de suite après, les premiers bombardements. Donc là, ça commence à tirer dans tous les sens. C'était pas seulement bombarder et tuer les gens, c'était... Pour ces gens-là, c'était plaisir de détruire une civilisation. Les Serbes, installés depuis des mois sur les collines surplombant la ville, pilonnent sans relâche Sarajevo. Le siège de Sarajevo, c'est une cuvette. Sarajevo, ça fait à peu près 6000 mètres en longueur et 2000 mètres en largeur. Et vous avez 250 000, 280 000, je crois que j'ai le souvenir de 280 000 personnes là-dedans qui sont assiégées. La ville était défendue et puis les Serbes n'ont jamais véritablement essayé de prendre ou de rentrer ou de faire... Alors voilà, ça bombardait, ça tirait et c'était essayer de mettre une certaine pression sur les Bosniaques pour qu'ils finissent par se rendre. Passé le premier été, la situation se fige, les bombardements s'espacent. C'est pas quotidien, il y a des périodes même de cessez-le-feu qui sont plus ou moins respectées, ça finit toujours par foirer. Rapidement, la ville assiégée est coupée du monde extérieur. On nous coupe d'abord le téléphone. Bon, c'est pas grave. Après, on nous coupe l'électricité. On a même appris comment faire des bougies. Il n'y a plus d'eau. On a appris comment tout faire avec 5 litres d'eau, même quelquefois moins. Tous les arbres qu'il y avait en ville ont terminé en bois de chauffage, mais aussi tous les bouquins scolaires, tout ça est parti en bois de chauffage, parce que les hivers peuvent être assez rudes. Dès juillet 1992, un pont aérien est mis en place par l'ONU pour apporter une aide humanitaire. Régulièrement pris pour cible par les Serbes,
Ils paieront eux aussi un lourd tribut. 200 casques bleus seront tués en ex-Yougoslavie, dont 84 soldats français sous bannière de l'ONU. Or aujourd'hui, vous avez la même crise avec la Russie, c'est-à-dire la patrie soviétique, si vous voulez, qui devait réunir des ethnies de toute la nature. C'était une structure fédérative. Donc vous voyez comment le parallélisme de ces deux situations aurait dû nous interpeller, et en fait ça ne nous a pas interpellés du tout. Donc on a cru qu'encore une fois, en envoyant du militaire en Somalie, en envoyant du militaire au Timor, en envoyant du militaire un peu partout, on allait résoudre la planète. Et c'est là qu'apparaît ce concept de complexe militaro-intellectuel, parce que vous avez des gens comme celui que vous citez qui se baladent sur la planète, qui revient à Paris, qui dit... Monsieur Lévy, Monsieur Kouchner... Et oui, et qui reviennent à Paris en disant « je rentre de tel endroit, il y a un massacre ». Alors Bernard Lévy, il a 4 génocides en stock là actuellement. Hein. Donc il vous dit c'est un massacre, on ne peut pas ne pas. Vous voyez, la double négation est une manière de paralyser la décision. Il y a des photos dans l'histoire des 30-40 dernières années qui ont eu cette vertu paradoxale, comme ça, d'un seul coup, de réveiller les opinions. Il peut arriver qu'une image, lorsqu'elle fait ainsi le tour du monde, ait cette vertu d'éveiller les consciences, de casser la mécanique froide des chiffres, de donner un visage à ce qui n'était jusque-là que des statistiques. C'est difficile de dire ça, parce qu'un enfant qui meurt, il meurt d'abord pour rien, il meurt de manière atroce, mais elle peut avoir cette petite vertu-là. Je le crois, oui, c'est possible. Pour une fois, vous êtes d'accord? Non, il n'a pas honte, lui, franchement. Il n'a pas honte, il ferait mieux de rester caché. Hein. Vous savez, je vais citer Audiard, les cons, ça ose tous, et d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Parce que franchement, avec ce qui advient aujourd'hui, il ferait mieux de rester chez lui. Voilà, il n'y a monsieur... définitivement rien qui peut vous mettre d'accord. Enfin, si, sûrement, peut-être des choses, mais pas ça. Je veux dire, voilà quelqu'un qui a invité à bombarder la Libye, qui a invité à tuer des Libyens, sous prétexte qu'en tuant des Libyens, on rendrait possible la démocratie. On a détruit un État qui valait ce qu'il valait, mais avec lequel on pouvait discuter. On pouvait discuter avec un interlocuteur, l'interlocuteur qui était Kadhafi. Là, on ne peut plus rien faire avec la Libye, c'est une base extraordinaire pour le terrorisme aujourd'hui. Responsable de rien, coupable de rien, Bernard-Henri Lévy, il s'en vient de nous expliquer qu'il faudrait ceci, il faudrait cela. On a vu d'ailleurs des photos de lui récemment où il donne des conseils aux gens qui combattent, etc. Donc il y a juste un moment donné où il fait un peu de pudeur. Tous ces gens qui ont rendu possible cet enfant mort, et Bernard-Henri Lévy en fait partie. Il est complice. Oui, évidemment. Évidemment, il est complice. Et donc, l'interpellation se faisant directement au politique à travers un plateau télé, le politique est obligé pratiquement de répondre dans l'immédiateté avant même de connaître la crise. Deuxième caractéristique, si cette crise ne peut pas être instrumentalisée par les soviétiques, est-ce qu'on a urgence à décider, est-ce qu'on a urgence à faire? Le politique aujourd'hui, il se demande simplement qu'est-ce qui va tirer d'une décision sur cette crise plutôt que sur celle-là. Est-ce que si en envoyant du militaire, il va gagner quelques points pour les municipales qui se passent dans 3 mois? Vous voyez ce que je veux dire? Le raisonnement du politique, il devient strictement intérieur. Et strictement court-termiste. Court-termiste, évidemment, et puis l'intérieur, si vous voulez, bon, la crise, oui, mais enfin, il y en a 400 sur la planète, donc il y a le choix. Mais le choix est fait par ce complexe militaro-intellectuel. Comme on peut voir dans des crises contemporaines, quoi. Oui. Vous dites vendre la guerre. Vous parlez de spécialistes, vous parlez d'intellectuels comme des vendeurs. Donc s'il y a des vendeurs, c'est qu'il y a des payeurs. Non. Qu'est-ce qu'ils y gagnent et combien ils payent? Qui emploie ces gens? Soyons complotistes jusqu'au bout. Non. Bernard-Henri Lévy ne fait ça que par conviction? Oh bah, il n'a pas besoin d'argent, arrêtez, je veux dire, c'est pas... C'est vrai qu'on peut pas lui reprocher, oui. C'est indigne de l'accuser de ça. Moi aussi, on me dit des fois, ouais, payer à 500 € la prestation. J'ai un mec qui m'écrit ça sur un truc, je dis, ça va pas, on n'est pas payé quand on envoie sur un plateau télé. On n'est pas payé. Donc, non, il ne faut pas partir dans le complotisme, parce qu'en contraire, c'est l'appétit médiatique qui motive tous ces gens. Je vous le dis, reprenez l'exemple du Covid. Tous ces médecins qui sont apparus, ils n'étaient pas payés. Mais par contre, l'idée qu'on allait les solliciter encore une fois pour dire « moi, je suis rhumatologue et je vais vous dire ce que je pense du Covid », et l'autre était « moi, je suis pneumologue, je vais vous dire ce que je pense ». Mais personne ne savait ce qu'était le Covid. S'il y avait des masques pour tout le monde, des milliards de masques, ce serait préférable d'en mettre? Je ne pense pas que le coût-efficacité de la mesure soit en faveur du masque pour tout le monde. Le fait que tout le monde porte un masque, évidemment, ça protège tout le monde. Donc vous voyez bien que la frénésie médiatique fait que vous n'avez aucune difficulté à trouver des gens qui vont venir sur plateau télé, et encore une fois, ils n'ont pas besoin d'être payés. Regardez les militaires, ils sont apparus parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Donc voilà, je pense que c'est la même chose. Regardez, il y a un épisode qui est très célèbre, qui est celui de la Somalie. Bon, Somalie, rappelez-vous, le scandale, c'était que les chefs de clan attaquaient les convois humanitaires. Et donc, automatiquement, c'est révoltant, parce que les convois humanitaires étaient destinés pour les mecs qui avaient faim, etc. Bon. J'en parle avec Ronnie Broman. Ronnie Broman me dit, écoute, moi j'ai appelé mes équipes à Mogadiscio, puisqu'il en avait là-bas, et les types lui disent, ces types qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs, ils ne revendent pas, ils distribuent dans leur clan. Donc si on augmente la quantité, on tue une partie de la violence.
Il fait son pèlerinage à Bruxelles, à New York, etc. Et pendant qu'il est là-bas, Kouchner, ancien humanitaire, décide de la présence militaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire comment on peut changer de casquette alors que vous aviez une constante chez les humanitaires, c'est qu'ils ne voulaient pas que les militaires interviennent sur les crises où ils étaient, parce qu'ils considéraient que leur neutralité était la condition de leur sécurité. Or là, vous voyez comment tout à coup on a basculé. Bon. M. Cameron et les Anglais, ce qui aurait été bien, c'est qu'ils viennent avec nous en France-Afrique, France-Afrique, France-Afrique. Donc voilà, il y a quelques épisodes comme ça qui sont assez truculents, quoi. Mais il y a surtout vous le disiez tout à l'heure, il y a une sélection arbitraire du bon et du mauvais conflit. Une partie de ce complexe militaro-intellectuel va donc, sur une base morale, dire quelle est la bonne guerre, quel est le méchant, quel est le gentil, etc. Bon. Et donc vous avez, à travers le cas de la crise en Ukraine, effectivement, tout à coup un déchaînement sur Poutine. Regardez, là. Mais enfin, quand vous comparez les chiffres que vous avez eus avec l'invasion de la guerre en Irak et puis ce que vous avez en Ukraine, si on doit faire un ordre d'entrée dans le tribunal pénal international, c'est évident que George Bush devrait y être dans la salle d'attente depuis longtemps. Or, vous avez remarqué qu'aucune démocratie n'a adopté des sanctions contre les États-Unis quand ils ont déclenché une guerre qui était d'autant plus illégale qu'elle était mensongère. Rappelez-vous la scène avec Colin Powell et son petit flacon pour expliquer qu'il faisait des armes bactériologiques. Bon, moi j'ai toujours pensé qu'il n'y avait rien dans le flacon parce que s'il l'avait cassé, la moitié de l'Assemblée générale de l'ONU aurait été. Je pensais que quelqu'un aurait pu ramener ça. Ça avait quelque chose. Mais il y a une explication américaine d'ailleurs qui est intéressante parce qu'ils disent mais en fait, on pense que c'est les républicains qui ont fait ça parce qu'ils voulaient casser Colin Powell, qui était un peu le successeur. Et que le foot dans un système où on allait le piéger parce que de toute façon il mentait, et on savait qu'il mentait, c'était une manière de le casser. Je trouve l'explication assez intéressante. Donc, vous voyez, la politique, n'oubliez pas que la politique a une caractéristique, c'est qu'il faut se méfier de ses amis en politique, jamais de ses ennemis. Ses ennemis, vous savez où ils sont. Mais ses amis, c'est eux qui vous plantent un couteau dans le dos. Le souvenir du conseil de Bonaparte, quoi. Ouais, enfin moi c'est ce que j'ai vécu, donc je peux vous le donner aussi validé. Ouais. Ces intellectuels, ils invoquent souvent donc l'émotion pour justifier des opérations armées. Et pourtant, on a l'impression que autant il y a le bon et le mauvais conflit, mais en plus de ça, il y a le conflit d'avant et le conflit d'après. Moi, je me souviens quand j'avais lancé cette chaîne dans les années 2000, vraiment le grand sujet qui était au centre de la table de tous les professionnels de la guerre, de tous ces intellectuels, c'était le conflit israélo-palestinien. Tout le monde en avait un avis là-dessus. Alors, est-ce que c'est parce que maintenant il y a des biais ou tout le monde s'en fout aujourd'hui? Comment ça se fait qu'il y a des conflits qui sont abandonnés? Enfin, on passait pas une semaine sans voir un reportage sur la réalité du conflit israélo-palestinien, et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il y a même des trucs sur Netflix pour te dire le sujet est réglé, Israël ça va bien. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, vous posez une question qui est assez intéressante, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait accéder une crise au statut médiatique? Quand est-ce qu'une crise n'est plus intéressante? Voilà. Non, c'est comment est-ce qu'on fait d'une crise un phénomène médiatique. Voilà. C'est là que le complexe militaro-intellectuel joue. Parce que c'est là, si vous voulez, que vous avez des personnalités, des humanitaires, des journalistes qui vous disent « je rentre de tel pays, là c'est grave, il y a un massacre en cours ». Regardez le cas de la Libye, c'est prodigieux. Le cas de la Libye, vous avez un voyage fait par Bernard-Henri Lévy qui, à un moment où commence à bouger dans la région de Tripoli, il va là-bas, il revient voir Sarkozy et il dit, phrase symbolique, « je les ai vus, c'est des démocrates, leur chef, c'est le nouveau Massoud ». C'est-à-dire qu'il fait référence à sa propre ingérence intervention dans le conflit afghan. Le philosophe français Bernard-Henri Lévy, très controversé pour son implication dans la décision française d'intervenir en Libye contre Mohamed Kadhafi en 2011, est arrivé samedi à Misrata, à 200 km à l'ouest de Tripoli, cramponné à ses idées. Il était un très ardent partisan, par exemple, de la livraison d'armes au Djebel Nafoussa. Ça n'est pas une position évidente pour un intellectuel d'appeler à livrer des armes à quiconque. Donc c'était important pour moi de venir voir la façon dont ces armes étaient utilisées, à quoi elles servaient. Son aversion contre feu le président Kadhafi, assassiné en 2011 par une coalition militaire occidentale, demeure intacte. Les garçons que j'ai vus là, les hommes que j'ai vus là, pour eux, l'idée d'une solution politique qui braderait leur combat, qui les relivrerait à la soldatesque de Kadhafi serait insupportable. Embarrassé par cette visite, le bureau de Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale, a démenti tout lien avec ce voyage et annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une enquête. Et donc, il convainc le président qu'il faut aller faire quelque chose. On a un mandat onusien d'interdiction de survol. C'est le mandat onusien précisait que la présence des armées françaises et britanniques, les avions, devait surtout empêcher les Libyens d'utiliser leur supériorité aérienne.
Donc effectivement, ils n'ont pas décollé. Mais par contre, quand on a raconté qu'il y avait une colonne de chars qui était en train de marcher sur Tripoli, ben, on leur a dit non, mais profitez-en pour les bombarder. Donc on a violé la prescription onusienne pour être acteur de la crise. Et puis vous avez le succès que ça a rencontré, puisqu'aujourd'hui la Libye est toujours dans la guerre civile. On a ouvert une porte gigantesque pour une arrivée de migrants venus d'Afrique. Enfin, je veux dire, c'est la catastrophe absolue. Et alors là, je cite dans le bouquin une phrase que je trouve très symbolique. 2 ans après la guerre, donc, Bernard-Henri Lévy est interrogé sur je ne sais plus quelle chaîne, et on lui raconte quand même, on lui dit, mais enfin, il y a eu quelque chose là sur lequel... et il dit, tant mieux si j'y suis pour quelque chose. C'est-à-dire que vous avez là le portrait symbolique de ce qu'on appelle un intellectuel médiatique, c'est-à-dire un type qui, de toute façon, continue à se valoriser, c'est ce que j'ai appelé un intellectuel téphal, c'est-à-dire aucune critique n'accroche. Aucune critique. Il n'est prêt à reconnaître rien du tout. J'ai eu raison à l'époque, j'ai raison maintenant. Bon, bah écoutez, je vous dis, moi je me contente de décrire le phénomène. Hein. Mmh. Et même aujourd'hui, pourquoi on ne parle pas du Yémen et on parle de l'Ukraine? On ne parle pas du Yémen pour une raison assez simple, qui est l'Arabie Saoudite. C'est l'emprise de Riyad dans la politique française, c'est ça? Oui, mais pas seulement française. Rappelez-vous le 11 septembre, 15 Saoudiens sur 19 terroristes, et George Bush, en janvier 2002, il accuse l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Avouez quand même. C'est vrai que Kies, il est mauvais, lui. Hein, ah ben oui, lui, alors... Cluedo, 0. Enfin, c'est fascinant. Et vous pensez, les Nord-Coréens, les pauvres, d'un seul coup, ils ont appris qu'ils étaient dans la mouvance du 11 septembre. Ils ne savaient même pas où est le pays sur une carte. Et puis ensuite, vous avez... On va envahir l'Afghanistan. Vous inquiétez pas, chef, notre armée, supériorité absolue. Les Afghans, ils avaient cassé les Anglais au 19e siècle. Ils avaient cassé les Russes à la belle époque du soviétique. Et ils ont fait la même chose avec les Américains. 20 ans en Afghanistan. Le tout pour aboutir au retour des talibans. Alors, dans le genre catastrophe militaire, il y en a quelques autres par le passé, mais celle-là est très belle. La base de Bagram est entre leurs mains. Les forces de sécurité afghanes en ont désormais la garde, après 2 décennies de présence américaine dans ce désert à 60 km au nord de Kaboul. Les derniers GIs et forces de l'OTAN présents sur place sont partis dans la nuit. Avant, les Russes étaient là, et ils sont partis. Puis les Américains sont venus, et maintenant ils s'en vont. Ce pays est à nous, et nous le protégerions, même si nous n'étions pas payés pour cela. Et quels sont les types d'armes qui sont tombées ces derniers jours aux mains des talibans? Alors, ils en ont beaucoup et ils n'hésitent pas à s'afficher avec. Regardez ces images de l'unité Badri 313, c'est une composante des forces spéciales des talibans. On avait l'habitude de les voir avec des turbans munis de Kalachnikov. Eh bien là, ce n'est pas du tout le cas. Ils sont équipés d'un attirail complet. Armes de guerre, casques, gilets pare-balles, lunettes de vision nocturne, radio tactique, du matériel qu'ils ont récupéré à Kaboul, mais aussi avant, lors de leur avancée, lorsqu'ils ont récupéré plusieurs capitales provinciales. Il y a un blog spécialisé, Experience Cop, qui a comptabilisé les prises de guerre des talibans selon les images qu'ils ont diffusées entre juin et août. On compte 2082 blindés légers, une 50aine de canons ou mortiers lourds, 60 chars légers, 12 chars lourds, au moins, et je dis bien au moins 2 avions, 24 hélicoptères et 7 drones militaires. Donc vous avez bien derrière ces décideurs des gens qui disent non, vous allez voir, monsieur le président, si on fait ça, d'abord militairement c'est réglé, et puis ensuite vous allez en tirer un avantage. Alors quand ça a calé l'Afghanistan, il s'est passé un phénomène très drôle, c'est qu'à ce moment-là, on a dit non, mais on va là-bas pour libérer la femme afghane. Vous voyez à qui on s'adressait en disant ça? On s'adressait aux féministes américaines pour leur dire non, on ne va pas là-bas pour des raisons bassement stratégiques, on y va pour des raisons de principe de droit. Mais enfin, quand vous êtes allé en Afghanistan et que vous savez comment sont traitées les femmes en Afghanistan, si vous dites à un Afghan, je vais libérer ta femme et tes filles, le type, il devient taliban dans les 5 minutes qui suivent. Oui, je veux dire, cette méconnaissance de la réalité locale importe peu. Tout le centre de gravité de la décision est ici. Qu'est-ce que j'en tire? Bon, les féministes américaines ont probablement aidé à certaines élections, j'en sais rien. Mais enfin, voyez ce décalage. Et là, on a un peu le même genre, si vous voulez, avec toutes les revendications LGBT, quand on les adresse à toute la surface de la planète, en leur disant, mais attention, si vous ne respectez pas... regardez l'histoire du Qatar. Aujourd'hui, j'étais dans le taxi, j'écoutais la retransmission sur le Qatar. Le Qatar, ils vous disent, non, chez nous, l'adultère est puni de machin, le truc est puni de ça, le truc est puni de ça. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous allez leur dire, non, on ne vient qu'à condition que les transgenres et les homosexuels puissent être respectés. Je veux dire, on n'est plus au football. On est dans un système de valeurs internationales qu'on veut imposer sur la planète. Après, on pense qu'on veut, mais on ne peut pas tout mêler, si vous voulez, en disant, mais si ça avait été la Coupe du Monde de volleyball, est-ce qu'on aurait exigé pareil? Non. Là, on profite du fait que c'est un événement médiatique pour dire, vous allez voir, on va tordre le bras aux Qataris. Le problème, c'est que les Qataris sont milliardaires et que c'est plutôt eux qui ont des intérêts ici. Donc, si demain, ils se retirent du PSG... voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne se rend pas compte combien cette mécanique, si vous voulez, perturbe la diplomatie. Oui, bien sûr.
Mais concernant ces intellectuels eux-mêmes, c'est un biais d'imaginer que... Enfin, moi, au début du XXe siècle, j'avais l'impression que la majorité des intellectuels étaient quand même plutôt pacifistes. Oui, c'est vrai. Et qu'aujourd'hui, ils ne le sont plus. C'est quoi? C'est parce qu'en fait, la guerre, les premiers l'avaient connue et les seconds l'ont pas connue Il y a incontestablement ça. Enfin, modulo Bernard-Henri Lévy qui allait faire un tag, tu vois, je veux dire, et prendre des photos avec des Afghans. C'est ça. Non, il y avait une photo extraordinaire à Sarajevo où il était caché derrière un mur, en train de parler avec un journaliste, et en fait, quand la photo était cadrée, il y avait une bonne femme derrière. Avec son Oui, qui passe et les gens font leurs courses. Ce qui est intéressant, encore une fois... Pourquoi ces intellectuels ont changé, ils sont passés du pacifisme au bellicisme? Votre question est d'autant plus intéressante que, comme je vous dis, moi, ma formation d'historien fait toujours que j'essaie de regarder le temps long. Alors, si vous voulez, d'abord, il y a cette tradition française. Il y a deux traditions françaises que vous aurez tous les jours. Le siècle des Lumières. Donc, nous avons eu des intellectuels universalistes qui ont inspiré la planète. Et deuxième chose, nous avons fait la Révolution française. C'est-à-dire que vous avez les deux aspects à chaque fois qu'on a besoin de valoriser l'image de la France. La France est le pays révolutionnaire, le pays des droits de l'homme, etc., etc. Bon. Et donc, ces intellectuels universalistes, si vous voulez, ceux qui naissent avec l'époque des Lumières, bon, ils vont en rester cette tradition. La deuxième tradition qui va s'additionner à ça, c'est Zola. C'est-à-dire quand il prend la défense de Dreyfus. C'est-à-dire que n'oubliez pas qu'il prend sa défense de Dreyfus, un juif, contre l'armée française. Or, on est en pleine préparation de la guerre de retour, match retour contre les Allemands. Donc, critiquer l'armée à cette époque-là, c'est du suicide. C'était effectivement suicidaire. On n'a jamais su d'ailleurs de quoi Zola était mort. On sait que son poil un beau jour a arrêté de tirer. Et puis oui, il y a beaucoup de choses très mystérieuses sur la mort de Zola. Il est mort de nuit, il va se recoucher, la fumée continue à brûler dans l'âtre, mais le lendemain on a des témoignages, il y avait des articles de l'époque, on a retrouvé qui est l'assassin de Zola, enfin, donc c'est pas délirant dans le milieu de l'histoire. En tout cas pour les intellectuels, donc vous aviez cette tradition universaliste, et puis évidemment tradition de défense du faible, de la femme et de l'orphelin, bref. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en France, vous avez une troisième caractéristique qui tient probablement à la philosophie des Lumières, c'est que l'idéologie l'emporte sur la réalité. Rappelez-vous un personnage comme Sartre. Sartre, il les a toutes additionnées. Il a été stalinien, il a été maoïste, il a défendu les Khmers rouges, et il était longtemps considéré comme le grand penseur. C'était Aron, parce qu'il était de droite, qui était considéré comme un type qui comprenait rien à la vie de la planète. Ensuite, quand Aron est mort, tout à coup... Sartre, en matière quand même d'analyse géopolitique, c'est un peu près planté quand même surtout. Oui, il faut le dire, avec beaucoup de constance. Oui, non, il a vraiment une constance dans l'erreur, quoi. Non, il a été d'une constance qu'il faut saluer, d'ailleurs. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu du stalinisme, il n'a rien vu du maoïsme. Enfin, donc, vous voyez bien que finalement... ça mérite beaucoup de respect quand même de se tromper à ce point-là. Comment expliquez-vous que de grands intellectuels, des hommes qui étaient réputés pour leur compréhension des choses du temps, se sont laissés mystifier par le mythe soviétique et surtout par le stalinisme pendant si longtemps? Est-ce que vous connaissez l'expression anglaise « wishful thinking » croire ce que l'on souhaite. Et vous faites allusion à des grands intellectuels. C'est vrai, Sartre était un très grand intellectuel, mais il n'avait pas d'intérêt profond pour la politique. Et il n'avait pas beaucoup de goût pour la lecture des livres qui allaient contre ses convictions. D'autre part, il était révolutionnaire par tempérament ou il était anarchiste. Il ne pouvait donc pas accepter la société bourgeoise. Il ne pouvait pas accepter, disons, l'Alliance Atlantique. Et la seule manière pour lui à l'époque, en 40 et en 50, d'être révolutionnaire, c'est d'être plus ou moins du côté soviétique, en conservant le plus souvent une certaine distance critique à l'égard de l'Union soviétique. Cela dit, vous me posez une question que je me suis posée à moi-même pendant si longtemps. Est-il si difficile pour des grands intellectuels d'accepter que 2 et 2 font 4 et que le goulag, ce n'est pas la démocratie? Dans votre livre, vous écrivez ceci: « Ce n'est qu'après 1945 que je me libérai une fois pour toutes des préjugés de gauche. » Alors je vais vous demander, est-ce qu'il y a, et quels sont-ils, des préjugés de droite? Oh, ce sont la plupart des idées que je n'aime pas, parce que j'ai jamais eu les préjugés de droite. Dans les années 30, je détestais la droite extrême. Je déteste aujourd'hui, par exemple, la droite qui considère que Badinter est responsable d'un détenu en cavale d'avoir tué telle ou telle personne. Ça, c'est le genre d'attitude que je déteste. Alors, j'ai envie de vous citer une expression que j'adore, qui n'est pas de moi. Elle est de Ortega y Gasset. Il dit être de droite ou être de gauche, c'est d'être hémiplégique.
Alors quand on me dit si je suis l'un ou l'autre, je dis je refuse d'être hémiplégique. Alors en ce qui concerne les préjugés de gauche, c'était la conviction que, par définition, les hommes de gauche étaient supérieurs moralement, intellectuellement à ceux de droite et qu'il n'y avait aucune vérité dans les opinions conservatrices. On en revient à cette phrase fameuse, il valait mieux avoir tort avec Sartre que d'avoir raison avec Aron. Oui, j'ai commenté cette phrase, elle est idiote. On n'était pas obligé d'être d'accord avec moi pour reconnaître le goulag. Il y avait d'autres compagnons. S'ils n'aimaient pas mon compagnonnage, ils n'avaient qu'à trouver un autre. Et puis, rappelez-vous, même avec les Khmers rouges, il y avait des articles sur Kampuchea vaincra, enfin, vous avez, dans la presse française. Donc oui, alors que ça va être un des régimes les plus horribles, qui vont massacrer entre 1 et 2 millions de personnes comme ça. Bon. Donc on est sur quelque chose, si vous voulez, où l'intellectuel, la terre est plate, Paris est le centre, et Saint-Germain-des-Prés est le centre du centre. Si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez une collectivité germano-pratine, qui est effectivement celle qui ne se sert que des références internes. Si celui-là pense ça, c'est que moi je pense ça, lui il a tort, moi j'ai raison. La réalité extérieure s'en fout. C'est triste à dire, mais enfin c'est comme ça. C'est l'organisation de système d'opinion. Mais en même temps, on donne la parole à n'importe qui. Là, François Hollande sort un livre sur les raisons de la guerre en Ukraine. Celui qui nous avait dit Bachar tiendra 15 jours. On attend son analyse sur Poutine, sur l'évolution, sur comment ça va se passer. On attend ça avec beaucoup d'impatience. Au pire, ça fait toujours des bons romans. Oui, mais si vous voulez, je crois que Hollande fait partie, comme Sarkozy, si vous voulez, des présidents à un seul mandat. Parce qu'il n'a pas été réélu, il n'a même qu'à décider de ne pas se représenter. Bon, il lui reste donc une amertume, si vous voulez, qu'il va essayer de valoriser sous la forme « j'ai une expérience, je vais vous raconter ». Bon. En fait, quand on pense que le type, au moment où il y a les 200 morts et 900 blessés dans les rues de Paris en 2015, il pose sur la table la question de la déchéance de nationalité, et puis ensuite il recule. C'était au lendemain des attentats, une mesure forte annoncée devant le Congrès. Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français. Dès lors qu'il bénéficie d'une autre nationalité. La déchéance de nationalité est déjà possible pour les binationaux naturalisés français. Le gouvernement souhaitait l'étendre aux binationaux français de naissance. Seulement, François Hollande estime aujourd'hui que cela pourrait créer une inégalité entre Français. Il s'est également heurté à une forte opposition au sein de son propre camp. Il y a quelques jours, pourtant, le Conseil d'État a émis un avis favorable sur le sujet. Vous savez que la déchéance de nationalité existe dans le Code civil, article 25, si vous faites du trafic de drogue, si vous avez pris des armes contre l'armée française, et ça n'existerait pas pour fait de terrorisme. Avouez quand même. Et donc, le Hollande, c'est ce personnage-là qui va nous expliquer le monde, qui recule sur cette question qui était essentielle. Essentielle. Et donc, pour ça, j'espère que ça va faire un succès librairie pour lui. Je lui souhaite. J'espère. Ouais, j'espère qu'il y aura des mots croisés et des dessins quand même. Oui, ne serait-ce que pour que les gens qui le suivent encore puissent comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Hollande, c'est l'exemple même de la trajectoire qui est un produit de parti. Il n'a aucune expérience internationale. Il est président du Conseil général de la Corrèze. Moi, j'aime beaucoup la Corrèze, mais ça ne fournit pas une expérience internationale. Particulièrement sur les sujets d'islam radical, où il est vrai quand même que la Corrèze est peu touchée. La Corrèze, je ne sais pas. Méfions-nous. Méfions-nous quand même. Mais c'est marrant, j'aime bien, vous employez une belle expression dans le livre, vous dites que les soviétologues ont cédé la place aux islamologues. Et oui. Il y a des islamologues charlatans aujourd'hui? Oh oui, enfin l'islamo-gauchisme, c'est un charlatanisme, je veux dire. On peut aussi observer le réductionnisme qui est à niveau épistémologique dans le regard de celui qui observe une société. Et là aussi, je crois qu'il faut mentionner le fait que dans une orientation dominante des études d'islamologie, avant, être un islamologue, c'était un connaissant, un érudit, quelqu'un qui devait faire de la grammaire comparée, qui devait connaître toutes sortes d'aspects liés à la civilisation, à la culture. Moi, j'ai édité le texte posthume de Jacques Berck. Jacques Berck était capable de faire une étude sur l'art du noué du tapis maghrébin, ou comparer des grammaires, ou comparer des régimes fonciers, etc. Et ce que je voudrais dénoncer dans ce réductionnisme de l'islamisme, mais comme en parallèle, dans le regard du spécialiste, c'est une formation réductionniste. C'est-à-dire que depuis 20 ans ou 25 années, être spécialiste de l'islam, ce n'est plus être un savant
d'une civilisation, d'une histoire, d'une marqueterie de peuple et de culture, mais c'est pour l'essentiel une formation Sciences Po, des stages linguistiques d'arabe, et hop, vous êtes spécialiste de l'islam. Revenons sur les soviétologues, parce qu'effectivement, pour eux, c'est un drame. L'URSS disparaît. L'objet principal qui faisait d'eux le gratin de la pensée stratégique, effectivement, tout à coup, ils ne sont pas tout à fait vraiment chôme-du, parce que quand même, ils restent dans le système, si vous voulez. Mais c'est ceux qui réapparaissent aujourd'hui en disant, voyez, on vous avait dit que la Russie, il fallait s'en méfier. Voyez, donc, ils ont un espèce de sursaut. En fait, c'était aussi russologue quand même, d'accord. Ah oui, c'est ça. Bah oui, bien sûr, ouais. Et ensuite, vous avez effectivement, parce qu'on commence tout de suite avec les attentats, on devient, si vous voulez, à ce moment-là, on va chercher des islamologues, des spécialistes du Moyen-Orient, etc., etc. Donc, vous avez une espèce de mouvement rotatif, comme ça. Et donc, bon, le terrorisme nous ayant occupés pendant quelques années, effectivement, vous allez avoir beaucoup de spécialistes de l'islam, du Moyen-Orient, du monde arabe, etc., qui vont apparaître plutôt vers le gratin. Les fameuses personnes qui nous disaient qu'il fallait défoncer Bachar el-Assad pour défendre la laïcité au Moyen-Orient, on est bien d'accord. Daesh est le fruit de Bachar el-Assad. Daesh est le fruit de Bachar el-Assad. Qui est quand même un truc qui démontre que ces gens-là, enfin, c'est pas qu'ils se sont plantés, c'est qu'ils ont dit l'inverse de ce qu'il fallait faire. Ah oui, 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 bah bien sûr, mais en même temps, si vous voulez... Le problème, c'est que moi, quand je vois trop de nullité, j'arrive pas à pas penser au complot, à la volonté de le faire. Parce qu'à un moment, tellement de nullité, ça devient quand même compliqué. Quand tu es à la tête du ministère de l'Intérieur, par exemple, de pas comprendre que Al-Nosra ne défend pas les intérêts de la laïcité. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut en arriver là. Mais c'est pas le ministère de l'Intérieur, justement. C'est que le débat, il se passe à l'extérieur de ces systèmes-là. C'est ça qui est très troublant. C'est qu'encore une fois, vous avez des gens sur les plateaux télé qui vont vous expliquer qu'il n'y a pas pire qu'Assad. Il n'y a pas pire. Ils vont vous expliquer ça. Si, les mecs à qui on a donné des flingues. Oui, ben justement. C'est pour ça que je vous dis, après, vous allez dire non, non, mais il fallait pas le faire. Moi, j'avais toujours dit que, etc. Quand je vous dis que c'est des intellectuels téfales, c'est que les mecs peuvent prendre des positions totalement opposées en vous disant, mais à l'époque, j'avais raison, aujourd'hui, j'ai raison. Bon. Donc, reprenez le fil conducteur, par exemple, de la guerre Iran-Irak. Bon, l'Iran, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une révolution populaire, 79. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Quand Khomeini arrive à Téhéran, dans l'avion d'Air France, il y a 2 millions de personnes dans la rue en train de l'attendre. Hein. Bon. C'est pas un meeting d'Emmanuel Macron. Non, pas. Mais épisode rigolo, on avait tellement peur que les Irakiens foutent un missile sur l'avion d'Air France, puisqu'il y avait Khomeini dedans, qu'on lui a fait faire un immense détour comme ça par le sud de l'Inde pour qu'il arrive directement sur l'Iran. Enfin bref. Le 8 septembre 1978, des milliers d'étudiants se rassemblent sur la place Jaleh à Téhéran. Ils protestent contre le pouvoir en place, le régime autoritaire du Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, et réclament son départ. L'armée ouvre le feu et tire à vue, faisant de nombreuses victimes. Ce vendredi noir marque le paroxysme d'un mouvement de contestation qui agite le pays depuis 8 mois. En 1941, Mohammad Reza Pahlavi succède à son père, Reza Shah Pahlavi, à la tête du pays. Je crois que j'ai une mission à accomplir. Le nouveau monarque entend moderniser l'Iran pour en faire une puissance influente sur la scène internationale. En 1963, il met en place un vaste programme de réformes économiques et sociales. Les infrastructures se multiplient, les femmes s'émancipent et l'Iran s'occidentalise. C'est la révolution blanche. Mais des voix ne tardent pas à s'élever contre le régime. Elles dénoncent les inégalités sociales de plus en plus profondes, la corruption qui ne cesse de progresser, les atteintes à la Constitution et les affronts faits à l'islam. Les fêtes démesurées organisées par le monarque achèvent d'exaspérer la population. Le Shah reste pourtant sourd à la colère du peuple et mène une politique de plus en plus autoritaire. Je crois que je dois accomplir quelque chose. En une décennie, le pays se transforme en une véritable dictature. Les prisons se remplissent et la SAVAK, la police secrète, exerce une répression impitoyable. Pendant ce temps-là, l'ayatollah Khomeini souffle sur les braises pour que la révolution éclate et que soit renversé celui qu'il appelle le tyran. En 1964, l'ayatollah Khomeini, chef religieux chiite iranien, est contraint à l'exil pour s'être dressé contre le régime du Shah. Depuis l'Irak, puis la France, il s'insurge contre l'occidentalisation de la société iranienne et prône l'instauration d'une république islamique. Au travers de ses cassettes audio largement diffusées, il s'impose très vite comme le guide de la révolution iranienne. Le 7 janvier 1978, la publication par le gouvernement iranien d'une tribune contre ce leader charismatique met le feu aux poudres.
La ville de Qom, première ville religieuse du pays, se soulève. Puis c'est la ville de Tabriz. C'est le début de la révolution iranienne. Les émeutes de plus en plus massives se multiplient et des attentats terroristes éclatent. 401 corps auraient été retirés des décombres du cinéma incendié. Au total, 29 salles de spectacle ont été attaquées en Iran au cours des 10 derniers jours, ainsi qu'un certain nombre de restaurants. La police veille, l'inquiétude s'accroît, ainsi que la colère. Durant l'été et le ramadan, des milliers de manifestants se rassemblent dans les rues de Téhéran. Parmi eux, des religieux, partisans d'une république islamique, et des laïcs, opposants politiques à un régime qui n'a plus rien d'une démocratie. Ils réclament le retour de Khomeini et le départ du Shah. Ce dernier amorce une politique d'ouverture, mais les émeutes reprennent. La tension monte d'un cran et le Shah décrète la loi martiale. Le lendemain, Téhéran s'embrase. C'est le vendredi noir. Voilà une situation qui demeure très grave donc dans la capitale iranienne. Les émeutes ont commencé, vous le savez, il y a 8 mois dans d'autres villes, mais c'est la première fois qu'elles sont aussi violentes dans la capitale elle-même. Et bon nombre d'observateurs estiment ce soir que le Shah d'Iran aurait perdu son trône aujourd'hui si l'armée n'était pas intervenue avec autant de violence. Après le vendredi noir, de vastes mouvements de grève paralysent le pays. Le Shah nomme un nouveau Premier ministre et tente de former un gouvernement d'union nationale. Mais la contestation demeure et la révolution se poursuit. De nouvelles émeutes extrêmement violentes éclatent dans la capitale. Bonsoir. Eh bien, comme prévu hier soir, il n'y a plus d'énigmes sur le départ du Shah d'Iran. Mais les choses ne se sont pas passées du tout comme prévu ce matin. Au lieu de tenir la conférence de presse qu'il avait annoncée, le Shah a fait en sorte que tous les journalistes soient éloignés de l'aéroport d'où il a pris la fuite. Le 1er février, après 15 années d'exil, l'ayatollah Khomeini est accueilli triomphalement sur le tarmac de l'aéroport de Téhéran. 2 mois plus tard, la République islamique est officiellement proclamée. Donc cette révolution est une révolution populaire. Comme dans toutes les révolutions populaires, y compris dans la Révolution française, vous ne contrôlez pas vos révolutionnaires. Donc les mecs attaquent l'ambassade des États-Unis, qui était l'ennemi par nature, puisque ça faisait 20 ans que les Américains se mêlaient de toute la vie politique iranienne, à l'époque du Shah. Spectaculaire prise d'otages politiques à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Plus de 400 étudiants islamiques ont pris d'assaut ce matin l'ambassade américaine dans la capitale iranienne et détiennent en otage 90 Américains réclamant l'extradition immédiate du Shah d'Iran. L'opération a obtenu la caution des autorités islamiques et les assaillants déclarent que l'ayatollah Khomeini leur a accordé son appui. Les témoins ne rapportent aucune victime et jusqu'à maintenant, les occupants sont déterminés à ne pas quitter les lieux. Ils rentrent dans l'ambassade, hop, et les types, c'était les diplomates américains se sentaient quand même que ça tournait mal, donc ils avaient commencé à déchiqueter. Normalement, tu as commencé à préparer une petite valise en carton, parce que Oui, mais la question, c'est pas ça, c'était tous les sacs de documents qu'ils ont commencé à déchiqueter. Comme tonton Rodolphe, tu crames tout, 44, plus rien ne reste. Figure-toi qu'ils ont été surpris, parce que quand les étudiants révolutionnaires sont entrés dans l'ambassade, ils ont récupéré tous les sacs. Ils ont filé à des tisseuses de tapis, tu sais, les petites mains. Elles ont reconstitué les documents. Et ces documents, ils les ont publiés. Alors, ce qui est intéressant en termes de droit international, c'est quel est celui qui ne respecte pas la Convention de Vienne? C'est celui qui prend des diplomates en otage ou c'est celui qui se mêle de la politique intérieure alors qu'il doit rester neutre? Pas les deux, mais... Ben oui, mais quand nous, ce qu'on a retenu, c'est que quand même, c'est inadmissible de prendre des diplomates. Et donc, on va rentrer dans la guerre. Parce que Saddam Hussein fait le tour des capitales européennes en disant, mais attendez, moi, je vais m'en occuper, votre révolution iranienne, vous allez voir, on va leur faire la guerre, ça va s'écrouler tout de suite. Et on va soutenir Saddam Hussein, qui est un régime aussi pire que le régime iranien, alors que l'autre, il avait au moins l'avantage d'être un régime populaire. Et donc, on va le soutenir pendant 8 ans de guerre. 8 ans, 2 fois la guerre de 14. Il va y avoir 800 000 morts du côté iranien. Vous croyez pas que ça laisse une cicatrice quelque part? Vous vous rendez compte qu'on avait mis sous embargo l'agressé pour aider de fournir des armes à l'agresseur. Et les Iraniens, ils avaient tellement peu d'armes qu'ils étaient obligés de faire défiler des jeunes gens sur des champs de mines, parce qu'ils n'avaient pas de matériel de détection. Donc vous avez des Bassidji, c'était des types qui se sacrifiaient. Vous avez dans des cimetières à Téhéran, des types, c'est pas pathétique les cimetières à Téhéran, parce que vous avez justement ces martyrs, et ils ont une caractéristique, c'est que sur chaque tombe, vous avez la photo du type. Et vous avez l'impression que le type vous regarde d'outre-tombe. Ce type s'est fait sauter pour la Révolution, on l'a rendu hommage par le fait qu'il est dans un cimetière des martyrs, mais vous avez en face de vous des tas de jeunes, si vous voulez, qui ont été sacrifiés par la politique internationale. Donc vous dites, est-ce qu'il va y avoir une doute de conscience quelque part? Non, non, non. L'Iran reste un pays très dangereux.
où le résultat, vous le connaissez, c'est que finalement, c'est nous qui allons détruire Saddam Hussein. C'est les Occidentaux qui vont lui faire la guerre. Donc il y a un moment où vous perdez le fil, quoi, je crois. Vous faites comme moi. C'est vrai que ça devient difficilement compréhensible à terme, quoi. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, la politique internationale, c'est pas les principes. Hein. Les gens ils disent la boucle sur les pierres tombales. Je sais pas de quoi ils parlent. La boucle. La boucle. Ouais. Non, non. Il y a le visage du type qui est enterré. Il y a une photo. Vous savez, c'est les photos qu'il y a comme pour tous les conscrits de la planète. Les types sont photographiés. Et c'est cette photo-là qui vous regarde. Et vous en avez des milliers qui vous regardent. Ben, je vous avoue que ça secoue. Hein. Parce qu'encore une fois, ces types se sont sacrifiés. Et se sont sacrifiés parce que les contraintes de la vie internationale faisaient qu'on disait non, non, mais pas d'armes pour l'Iran. Le complexe militaro-industriel, lui, alors. En France, parce que aux États-Unis, je trouve qu'on est très décomplexé. On en parle, le lobby militaro-industriel. Déjà, le mot lobby en France, c'est très problématique. Absolument. Militaro, si en plus il est industriel, c'est quoi? C'est parce que en France, Dassault, Thales, c'est pas non plus les mastodontes, le Kid Martin américain, et que donc il n'y a pas de sujet, ou c'est juste qu'on le passe sous le boisseau, ou c'est un peu des deux? Je crois que vous avez touché les deux aspects de la question. D'abord, le lobby n'existe pas dans le droit français. C'est incroyable. Parce que, c'est aussi pour ça que ça n'existe pas. Alors attendez, oui, parce que quand De Gaulle crée la Ve République, on sortait de la 4e, qui était une espèce de foutoir, et donc dans la constitution de la 5e, on considère que tous les députés sont des élus de la nation. Même s'ils sont élus dans une circonscription, ils sont des élus de la nation. Donc, ils voulaient par là même interdire, si vous voulez, l'idée qu'on soit représentant d'une catégorie d'intérêt. Bon, c'était une fiction constitutionnelle, mais enfin, il insistait sur cet aspect-là. Et donc, en France, vous n'avez pas de statut des lobbies. Alors que si vous allez au Parlement européen, si vous allez aux États-Unis au Congrès, tout lobbyiste qui veut entrer dans le Parlement est obligé de déposer le contrat et de dire qui est son commanditaire. Alors moi j'ai appelé la haute autorité à la transparence de la vie publique parce que je connais un certain nombre de représentants et je leur ai dit mais vous vous occupez de ça. Ils ont dit non, non. Nous ce qui nous intéresse c'est les avoirs des élus quand ils sont élus et les avoirs quand ils sortent. Je dis mais enfin le cas des lobbies. Non, non, c'est pas notre boulot. D'accord, c'est juste qu'ils ont fait de la fraude aux impôts mais sinon le reste c'est ça. Ça c'est sale mais par contre que des lobbies puissent intervenir ça. Donc pour revenir à votre question sur le complexe militaro-industriel. Historiquement, rappelez-vous que c'est un des principes de Gaulle, il faut que la France soit indépendante sur le plan des armements. Donc c'est lui qui va lancer, si vous voulez, tous les grands programmes d'armement qui vont donner naissance à des entreprises qui sont les meilleures du monde, hein, quand même, il ne faut pas oublier. Hein. Thales, Dassault, ça rigole pas. Ah bah Dassault, ça rigole pas, puis Thales non plus, ça rigole pas, puis EADS, c'est quand même toute la base d'Airbus, etc. Donc non, non, il y a des choses qui sont des fantastiques réussites industrielles, qui ne sont pas que militaires, d'ailleurs, qui sont aussi civiles. Airbus, c'est une fantastique réussite, c'est devenu le leader mondial de l'avion gros porteur. Bon, ben, ça, chapeau. Hein. Et donc, cette industrie de l'armement, encore une fois, elle est sous l'autorité du politique. Moi, j'en suis personnellement convaincu. Je n'ai jamais vu, j'ai été à la délégation générale pour l'armement et je m'occupais de la politique d'exportation. Donc j'étais au cœur de quelque chose qui était qu'est-ce qu'on fait, si on vend pas, etc. Vous avez un contrôle qui fait qu'en France, le principe, c'est l'interdiction de l'exportation. Le principe. Et vous ne dérogez au principe que si vous avez obtenu une autorisation de ce qu'on appelle la Commission interministérielle d'exportation des matériels de guerre, la CIEMG. Si vous avez l'autorisation, c'est une dérogation au principe d'interdiction. Vous voyez le principe, c'est pas le contraire. En concret, il y a des fois où l'État a voulu vendre et la CIEMG, ils ont dit non. Non, c'est pas l'État. Si l'industriel a voulu vendre, parce que des fois on lui a dit non. On lui a dit non. Oui, bien sûr. Ah bon? Parce que si vous voulez, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape qui s'appelle prospection. Le type dit je voudrais aller prospecter tel pays pour savoir s'il y a quelque chose. Il demande une première autorisation. Ensuite, vous avez une autorisation de négociation et ensuite, vous avez une autorisation de signature du contrat. Et même, vous avez à la fin une autorisation d'exportation des matériels. C'est-à-dire que le système de contrôle français est un système en étapes. Et donc, vous avez des moments où, effectivement, un contrat signé, on ne livre pas. Ça, c'est arrivé. Donc, il ne faut pas s'imaginer que ce sont les industriels qui vont effectivement taper dans le dos des ministres et dans le président de la République en disant, voilà, j'ai besoin de vendre... Non, ça s'est fait. Et encore une fois, c'est un système où il ne faut pas renverser l'ordre des facteurs. C'est vraiment le politique à la main sur le sujet. Et quand on exporte, c'est le militaire, c'est le politique qui doit être considéré comme responsable. Est-ce qu'en France, on a des exemples de cas où le lobby militaro-industriel a fortement fait pression pour une entrée en guerre de l'État, ou a eu un rôle déterminant? Moi, aussi déterminant que ça peut l'être aux États-Unis? Non, c'est pas l'exemple que je prendrai. Enfin, c'est pas le processus que je retiendrai. Moi, revenez sur le cas de l'Irak et de la guerre Iran-Irak. Là, effectivement, l'Irak était un bon client. Ça, il n'y a pas de doute. Avant la guerre, hein, déjà. C'est un très bon client. Bon. Et donc, quand il commence cette guerre avec l'accord des puissances occidentales, mais que ça ne tourne pas aussi bien qu'il l'espérait, quand vous fournissez des armes à un type qui est en train de perdre la guerre, vous êtes pris dans un espèce d'étau. Si vous cessez de lui fournir, il perd la guerre. Et si à la fin, il a perdu la guerre, il vous doit beaucoup de pognon.
Donc vous êtes obligé à la fois de lui fournir le matériel et en même temps de le créditer. Et donc rappelez-vous qu'on est allé très loin dans l'ignominie puisqu'on a fourni des navigateurs sur les super-étendards pris dans les rangs de l'armée française pour aller bombarder. C'est un avion de chasse, un super-étendard. Le super-étendard étant cet avion de chasse embarqué. Donc ces avions, on leur a fourni sur les effectifs de l'armée française avec des navigateurs français, parce que c'est long à former un navigateur. Et donc ces types allaient bombarder les pétroliers pendant la guerre des pétroliers. Donc vous voyez qu'on allait loin quand même dans la coopération. Mais parce que cette mécanique ayant été créée par ce complexe politico-industriel, à la fin, vous avez une espèce de cercle vicieux. Si votre client perd la guerre, vous perdez beaucoup de pognon. C'est vrai d'ailleurs qu'on a perdu 40 milliards, mais enfin, faut-il s'arrêter à des détails pareils? Mais comment tout à l'heure vous disiez qu'après la guerre froide, on était censé être privé d'ennemis, pourtant l'ennemi c'est toujours les Russes? Non, ça n'a pas été que. Vous avez aussi l'islam radical. Oui. Oui, bah, alors pourquoi c'est pas la Chine, qui sont quand même ceux qui, en termes de puissance, sont quand même censés être le plus... On est en pleine construction de l'ennemi chinois. De l'ennemi chinois? Oui, oui, parce que Moi, j'ai pas l'impression, quand je regarde la télé, je vois des Chinois cités comme exemple d'intégration, je vois des... Ah, mais ça, c'est autre chose, vous mélangez tout. Les Chinois, c'est pas... Ils ont une autre culture, mais elle n'est pas jugée, elle n'est pas arriérée, elle est différente. Non, non. D'abord, rappelez-vous que dans Huntington, ils considèrent qu'il y a deux espaces culturels qui sont menaçants. Sont le monde arabo-musulman et le monde asiatique, dans lequel évidemment il y a la Chine. Bon. Je la vois pas, moi, cette construction de l'ennemi chinois pour l'instant. Mais je vais vous expliquer comment ça se passe. Si vous reprenez l'histoire de la Chine depuis 1949 et que vous prenez l'histoire de l'Inde depuis 1947, indépendance des deux pays, l'Inde a fait 5 guerres depuis 1947, ou 6, enfin je ne me suis plus, j'ai fait le calcul. Et intervention militaire au Sri Lanka, intervention militaire au Bangladesh, enfin intervention militaire au Népal, enfin la Chine en a fait 2. Donc, jamais sur Taïwan. Une fois au Vietnam, et puis l'autre fois, c'était la guerre, je sais plus, ils ont participé à la guerre de Corée. Donc vous vous dites, mais attendez, lequel des deux pays est le plus belliciste? Attendez, mais l'Inde, c'est le pays de Gandhi. Ouais, sauf que c'est le pays de Gandhi qui a fait plus de guerres que le pays de Mao Tse-tung qui n'en a pas fait. Or, vous voyez bien que déjà, on a une espèce de principe de suspicion contre la Chine en disant, non, non, mais la Chine, vous savez, méfiez-vous. Simplement, la Chine, leur principal problème en 1949, c'était le décollage économique, c'était le développement. Et regardez aujourd'hui cette fascination qu'on a, le jour où il y a un mec qui s'appelle Deng Xiaoping qui dit, bon, écoutez, toute l'idéologie, on s'en fout, tout ça, etc. Ce qui est important, c'est que les gens bouffent à leur faim. Donc on aurait dû se satisfaire, si vous voulez, de ce fait que cette Chine commençait à se centrer sur ses propres problèmes intérieurs. Bon, le problème, c'est qu'on a mondialisé à tel point que, si vous voulez, tout se fabriquait en Chine et qu'il n'y avait plus de boulot pour nos ouvriers. On considérait nos ouvriers comme des consommateurs. Vous avez de la chance, regardez, vous avez du Made in China, un bon morceau, un bon truc. Les mecs disaient, oui, mais c'est vraiment, j'ai plus de boulot. Vous voyez le paradoxe? Et encore une fois, ce n'est pas du complot. Ce sont des mécaniques où vous avez des intellectuels, en l'occurrence des économistes, qui vous disaient, mais la mondialisation est une mondialisation heureuse. La fameuse mondialisation oui. heureuse. Donc vous voyez comment se créent les idées. Les idées, elles se créent, si vous voulez, dans ces cercles fermés. Et puis ensuite, bon, on sera invité au débat suivant. Petite question à Alain Minc. Bon, en 98, vous avez écrit La mondialisation heureuse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous oseriez écrire un livre avec un titre pareil ou est-ce que vous craindriez le bide? J'écrirai un livre avec un titre pareil et je suis sûr que je le vendrai très très bien chez les Chinois et les Indiens. T'es vraiment fils de pute, va te faire enculer la putain de ta mère, va! Regardez le cas du Kosovo. C'est très intéressant sur la guerre en Yougoslavie. Donc vous savez que finalement la Yougoslavie va éclater en 7 entités différentes. Hein. Pas toujours de manière violente. Hein. Les Slovènes déclarent leur indépendance et finalement ils sont tranquilles. Ensuite vous avez ce conflit entre Serbes et Croates. Et au milieu de tout ça, vous aviez les Bosniaques qui étaient les pauvres musulmans. Bon. Et donc, ils vont être pris, si vous voulez, comme les victimes expiatoires des deux autres, parce que chacun considère... Ce qui était rigolo, c'est que les Croates disaient « Non, non, mais les Bosniaques sont des Croates islamisés », et les Serbes disaient « Non, non, c'est des Serbes islamisés », vous voyez la nuance. Bon. Et surtout, il va se poser à la fin cette question du Kosovo. Le Kosovo est un appendice de la... Tito en avait fait une espèce de région autonome, mais les Serbes considéraient que c'est une région autonome par rapport à la Serbie. Or, le Kosovo était peuplé essentiellement d'albanophones. Bon. Et quand, effectivement, on commence des massacres en Albanie, les Occidentaux disent, mais on ne peut pas laisser massacrer une population. Donc on va bombarder la Serbie pour pouvoir libérer le Kosovo. Ça vous rappelle quelque chose? 50 jours de bombardement. Et les Russes, qui à ce moment-là, n'oubliez pas que les Serbes sont orthodoxes grecs, sont des orthodoxes comme les Russes. C'est une chose qui a beaucoup blessé les Russes, c'est qu'ils disent, mais pourquoi vous ne nous avez pas sollicité? On aurait peut-être pu intervenir pour régler la question. Non, on a décidé que c'était à nous de la régler, on a bombardé Belgrade pendant 50 jours, et ensuite on a proclamé l'indépendance du Kosovo.
ganz kurz, NATO-Aggression. Deshalb, obwohl Serbien weit... Pa zbog toga, kako se zove, on je mislio, kaže, ako dođe... Sehr gut, so machen wir das. Und das kriegst du dann, wenn ich laufe nach Hause, dann kriegst du das wieder. Je crois que l'exemple intéressant, c'est plutôt celui de la Libye. Parce que la Libye, vous aviez un leader qui était un leader charismatique. Hein. Quand le mec prend le pouvoir, il était considéré comme un des grands leaders du monde arabe, etc. Qui va faire de la redistribution de la rente pétrolière. C'est-à-dire que vous aviez un pays où les gens ne payaient pas l'eau, ne payaient pas l'électricité, enfin tout ça. Bon. Il commençait à penser à la question monétaire aussi. Le dinar or qui était proposé par le colonel Kadhafi était une alternative plus que crédible par rapport à cette question du franc CFA. Et c'est pour cette raison que, d'ailleurs, Wikileaks, par le biais de Julian Assange, nous a montré, et a montré à la planète entière, que lorsque Hillary Clinton, lorsque Nicolas Sarkozy, et lorsque la plupart des dirigeants français, occidentaux ont vu la possibilité d'avoir une monnaie unique sur le continent africain, ils ont vu cela comme un danger pour leurs propres intérêts, et ils ont tout fait pour faire tomber le guide de la révolution libyenne. La répartition de la rente pétrolière, c'était un des rares pays où ça se faisait. Ça se faisait beaucoup plus en Libye qu'en Algérie. Bon, il y a moins de population, etc. Mais donc, ce personnage, il avait ses délires sur les questions internationales, il va s'occuper de la bande d'Aouzou, enfin, il va faire un certain nombre de conneries qui vont finalement amener à sa perte. Mais encore une fois, la situation des Libyens avant la guerre était meilleure que la situation des Libyens après la guerre. Les citoyens, comment ils vivaient sous le régime de Kadhafi? Alors, moi j'ai toujours été pour ceux qui voulaient un peu plus de liberté, un peu plus de démocratie, comme ils disent ici. Mais on a essayé de diaboliser Kadhafi, ils ont réussi, hein, ils le font passer pour le diable en personne maintenant. C'est chose faite, mais moi j'étais en Libye, j'y vais tous les ans depuis que je suis gamin, tous les étés. Là j'ai été pendant 1 an et encore un stage avant de 6 mois. Et je peux vous dire que c'est vrai que le régime Kadhafi a la main mise sur tout. Que c'est lui qui contrôle tout, qu'il y a un peu de corruption comme dans tous les pays. Hein. La corruption, c'est pas un problème. Le problème, c'est que aujourd'hui, un Libyen qui ne travaille pas, il a entre 300 et 350 euros d'indemnité par mois, ce qui permet de vivre correctement, même très correctement. Une famille libyenne peut obtenir des aides sur le logement. Moi, j'étais sur le point d'obtenir un prêt à taux zéro pour acheter une voiture parce que je venais d'avoir un emploi et j'allais m'installer. Pareil pour les prêts construction immobilière. Tout ça, les Libyens l'ont. L'eau est gratuite. L'électricité, on dit qu'on toujours en France, c'est un des pays les moins chers, mais en Libye, c'est encore moins cher qu'en France. Je payais à peu près 4 euros par mois d'électricité. L'eau est gratuite, même l'eau en bouteille, pourtant c'est un pays aride, ben, l'eau est pas chère. Les soins sont gratuits, l'éducation est gratuite. Moi j'ai eu la chance d'avoir une bourse par intermédiaire de l'État libyen parce que j'étais bon élève au lycée. Donc j'ai obtenu cette bourse qui m'a permis de payer une école privée ici. Donc dire que le régime ne s'occupe pas de sa population, c'est pas vrai. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de diaspora libyenne dans le monde? Voilà, il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin d'immigrer. Moi c'est un peu un hasard que je suis né ici parce que ma mère est pas libyenne. Et du coup je suis né ici et bon, mon père estimait que c'est mieux que je reste là pour mes études et tout, voilà. Maintenant, les Libyens n'ont pas besoin d'immigrer, ils ont tout ce qu'il faut chez eux, ils sont très bien chez eux, ils ont de quoi manger abondamment. C'est-à-dire qu'avec un livret de famille, on peut aller faire des courses dans les charbis. Hein. Ils sont des sortes de supermarchés où tout est à moitié prix, c'est-à-dire l'État le vend moitié prix de ce qu'il achète à l'import. Donc ça n'existe dans aucun autre pays. Voilà. Il n'y a pas un seul SDF en Libye, il n'y a pas un seul mendiant. Les mendiants, ils sont étrangers parce que c'est des gens qui viennent travailler, c'est difficile. Mais les Libyens, non, ils ne sont pas dans le besoin. Et ça, c'est très important. En Afrique, aujourd'hui, tout le monde est dans le besoin. La grande majorité est dans le besoin, mais les Libyens, non. Voilà. On surnomme d'ailleurs la Libye la Suisse de l'Afrique, c'est bien ça? Bah oui, parce que il faut savoir pourquoi la Libye aujourd'hui est attaquée par l'OTAN et pourquoi c'est la cible. Bon, c'était facile, Kadhafi n'avait pas beaucoup d'alliés dans le monde, c'est vrai, à l'inverse de Bachar al-Assad par exemple. Il n'avait pas d'alliés puissants. La Libye, c'est un grand pays, très très riche, très peu d'habitants. On est 5 millions de Libyens, donc très facile à gérer. C'est un pays qui n'a pas de dette, c'est rare aujourd'hui, qui n'a pas de dette dans le monde. L'Arabie Saoudite, la Chine et la Libye, peut-être 2-3 autres pays. Mais voilà, et l'Algérie aussi. Donc voilà, il faut tenir ça en compte aussi. Et dire que la richesse n'était pas distribuée, c'est faux. A few moments later. Une décennie de chaos. Entre 2011 et 2021, la Libye s'est enfoncée dans une crise multidimensionnelle sans précédent. Sur le plan politique, tout d'abord, après la chute de Mouammar Kadhafi au pouvoir depuis plus de 40 ans, de nombreuses milices font la loi.
Des élections sont alors rapidement organisées, dès 2012 puis en 2014, mais elles échouent à mettre en place un gouvernement stable, le pays étant divisé en deux. Après des années de conflit entre l'Est et l'Ouest, un nouveau gouvernement intérimaire est désigné début 2021 sous l'égide de l'ONU. Il doit désormais mener la Libye à la première élection présidentielle de son histoire. Dans ce fief du kadhafisme, les habitants ne cachent pas leur nostalgie. La révolte de 2011 n'a apporté que guerre, désolation, division et atteinte à la souveraineté de notre pays. Nous sommes restés fidèles à notre guide Mouammar Kadhafi et nous serons fidèles à Saïf al-Islam. La crise est également sécuritaire. Selon l'ONU, plus de 20 000 mercenaires étrangers combattent actuellement en Libye. Des Russes, du groupe Wagner, des Syriens mais aussi des Turcs. Une présence qui handicape au quotidien le développement de la souveraineté nationale libyenne. Quand vous vous trouvez avec des Libyens qui finalement n'ont plus de gouvernement, qu'il y a une guerre civile, qu'ils ne savent pas ce que le pétrole devient, et puis vous avez le flux des migrants africains, ils ont peut-être de bonnes raisons de considérer que la situation à l'époque de Kadhafi était meilleure que celle après BHL, quoi. Ils sont encore nombreux à le penser. Oui, voilà. Il y a un endroit où on arrive à intervenir dans la planète pour aider des Arabes sans que ce soit pire après qu'avant? C'est une bonne question, ça. J'ai réussi à aider un Arabe diplomatiquement, ou est-ce qu'à chaque fois c'est mal fini? Je ne sais pas, justement, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, bon, vous sentez bien quand même que le centre de gravité de la vie politique française a quand même pris beaucoup de distance à l'égard d'Israël, et notamment à la manière dont l'Israël a traité la question palestinienne. Alors qu'elle était beaucoup plus aux ordres à une époque. Ah oui, il y a une époque où, si vous voulez, c'était l'alignement complet. Mais justement, ça c'est quoi alors? C'est un changement, parce que nos intellectuels poussent plus le wagon, ou parce que... Non, c'est parce qu'il y a une réalité sur le terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, on sort de la Shoah. La Shoah, c'est quand même le plus effroyable massacre organisé qu'on avait connu. Donc, une des conséquences de la Seconde Guerre mondiale, c'est effectivement le fait qu'on prend en compte ce phénomène et qu'on veut imaginer une forme de récupération, de compensation qu'il faut accorder à la communauté juive. Et évidemment, il y avait le principe déjà posé par un certain nombre d'intellectuels juifs, de l'idée du retour sur la terre promise. Donc, finalement, on va découper Israël. Parce qu'oubliez pas qu'on est dans une époque coloniale, c'est-à-dire c'est le colonisateur qui décide du découpage. Et donc on fait cet État d'Israël qui au début a une forme très biscornue avec des formes rentrantes et descendantes, etc. Et donc l'idée que Israël, les Juifs aient pu obtenir une compensation pour les massacres dont ils ont été victimes, il va y avoir une espèce de mécanique de la victimologie. C'est-à-dire beaucoup de gens vont dire mais nous aussi nous sommes victimes, nous aussi nous avons droit à quelque chose. Ça va être la base de la décolonisation. Donc vous avez effectivement un phénomène qui fait qu'aujourd'hui, l'homme blanc est responsable de tous les malheurs de la planète. C'est pas la peine de chercher, c'est lui. Et donc, les autres le disent, et puis lui le dit lui-même. Alors bon. Oui, bien sûr. Donc effectivement, si en plus il s'autoflagelle, c'est encore mieux. Donc vous avez aujourd'hui, vous avez de la victimologie. C'est-à-dire si vous n'arrivez pas à prouver que vous avez été massacré à tel endroit et que finalement on vous doit quelque chose, vous n'avez pas d'existence politique. Mais pourquoi il y a quand même un changement depuis 2015? Parce que regardez en 2015, le souvenir de la Shoah n'est pas plus violent qu'en 2022. Donc en 2015, j'avais l'impression qu'on avait quand même un pouvoir systématiquement aligné sur Israël. Et non, ça se fait avant, justement, avec un certain nombre d'intellectuels qui prennent leur distance avec le sujet quand même. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la guerre de 67 qui est le paroxysme absolu. Puisque là, effectivement, en quelques jours, si vous voulez, toutes les armées arabes sont défaites. Donc on a le sentiment qu'effectivement Israël a quand même les moyens de se défendre, mais surtout ils annexent des territoires. À ce moment-là, mais attendez, ils ont dit, mais c'était pas le mandat, ça. Ils annexent la Cisjordanie, ils annexent Gaza, etc. Donc on a le sentiment qu'à partir de ce moment-là, l'ivresse guerrière d'Israël commence à prendre le pas sur les nécessités diplomatiques. Et donc progressivement, vous allez avoir avec les attentats terroristes palestiniens, etc., la prise de conscience qu'il y a un problème palestinien. Avant, on considérait que c'était à la Jordanie de les absorber. Bon. Et donc quand le phénomène, finalement, quand la réalité revient tout à coup dans le débat, vous avez des gens qui changent d'opinion. Donc ça n'a rien d'extraordinaire, mais regardez un cas qui est très intéressant, qui est celui de l'Azerbaïdjan. Ouais. L'Azerbaïdjan avec les Arméniens. Ouais. L'Azerbaïdjan n'a pas participé au génocide puisqu'ils étaient russes à l'époque. Or, vous avez l'utilisation du génocide de 1915 pour expliquer qu'il faut reconquérir le Haut-Karabakh. Et vous dites, mais attendez, excusez-moi, mais ils n'ont pas de responsabilité. Donc n'utilisez pas le génocide. Dites que vous voulez conquérir, mais ne dites pas qu'il faut venger les massacres. Vous voyez ce paradoxe dans lequel on est. Donc la victimologie, ça sert à ça. Ça vous sert à justifier un peu n'importe quoi. Parce que vous dites, oui, mais attendez, cette terre était à nous il y a 2000 ans quand même. Donc pensez à ça. Les Juifs ayant réussi, si vous voulez, au bout de 2000 ans à dire c'est la nôtre, n'importe qui peut vous dire, non, mais attendez, moi ici, avant votre arrivée, la chère amie, c'était chez moi. Et pour vous, c'est quoi les prochains gros
bouleversements territoriaux de la planète? Écoutez, moi, la question sur laquelle je me suis penché... Qui parle de bouts de terre qui appartiennent à A et puis qui vont appartenir à B dans pas longtemps. C'est pas obligatoirement sur ce terrain-là que je pourrais vous répondre. Moi, ce qui m'a intéressé ces derniers temps, c'est de savoir si la guerre en Ukraine allait créer une jurisprudence. Pourquoi je vous dis ça? Comme vous le savez, donc l'éclatement de l'URSS a fait que des anciennes frontières administratives sont devenues des frontières internationales. Donc des minorités russes, quand vous étiez soviétique, vous épousiez une Ukrainienne, vous pouviez vivre indifféremment en Ukraine ou en Russie, bref. Donc avec l'éclatement de l'URSS, vous avez eu un certain nombre de Russes qui sont restés dans les territoires où ils étaient les colonisateurs et qui deviennent tout à coup minoritaires. Bon. Et donc vous avez entre 25 et 30 millions de Russes, si vous voulez, hors du territoire russe. Et donc vous vous dites, mais si on ne règle pas par des voies diplomatiques la question de l'Ukraine, le prochain, ça va être le Kazakhstan, où il y a une très grosse minorité russe. Ça peut très bien être les États baltes, mais eux, ils ont la chance d'être dans l'OTAN. Donc vous voyez, il y a une espèce de mécanique où si on ne prend pas cette crise ukrainienne par des voies diplomatiques, si on considère que seule la guerre tranchera la question, on n'est pas du tout sûr d'abord que cette guerre sera gagnée par les Ukrainiens. En tout cas, elle peut durer. Et puis surtout, le Poutine, il peut très bien avoir besoin d'un succès. Et finalement, il sera beaucoup plus simple pour lui d'envahir le Kazakhstan, parce que le Kazakhstan, personne n'ira les défendre. Donc vous voyez, c'est ça ma problématique. C'est-à-dire, je me dis, il faut absolument résoudre cette question des minorités vivant dans des États nouvellement indépendants. Après tout, ils ont quelques droits, pouvoir utiliser leur langue, avoir respecté leur rite religieux, enfin tout ce que vous connaissez sur le sujet. Mais c'est pas une aberration que de le dire. Simplement, voilà, si on ne règle pas bien la crise ukrainienne, on pourra avoir un phénomène de chaînage. Bon, accessoirement, vous avez encore un certain nombre de problèmes dans le monde arabe, ça c'est évident, mais en même temps, vous dites, regardez la réconciliation entre les États du Golfe et Israël. Qui est-ce qui aurait parié là-dessus il y a quelques années? Les États du Golfe serrent tellement les fesses en face de l'Iran qu'ils sont prêts à se réconcilier avec Israël. Moi, j'aurais jamais parié là-dessus. C'est vrai. On aurait rarement parié. La vie politique internationale est quand même pleine de surprises. C'est vrai. Voilà, donc on aura l'occasion de se revoir. Oui, je pense, oui. En tout cas, merci d'être venu ce soir. Merci de l'invitation. Passez une petite heure et demie avec nous. Alors là, on a un ou deux petits commentaires. Moi, ce que j'ai trouvé cocasse, nous dit Drakenhorf, c'est l'utilisation... Quoi? Les comparaisons qui... Ah oui, toutes les insultes aux Russes et le deux poids, deux mesures sur le déferlement Facebook qui autorise les insultes envers les Russes, qui autorise les appels au meurtre envers des membres de l'armée russe. Oui, on a le droit d'appeler au meurtre contre des dignitaires de l'armée russe ou des soldats de l'armée russe sans enfreindre les conditions d'utilisation de Facebook. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui que l'ensemble de ces ces énormes entreprises, celles qu'on appelle les GAFA, mais on pourra conclure là-dessus, arrivent miraculeusement, systématiquement à être à peu près d'accord et à tous appuyer le même narratif que, à partir d'un certain niveau d'argent, d'un certain niveau d'influence, on ne trouve plus jamais de parole... Non, je crois que les GAFA sont les reflets de l'opinion publique, c'est-à-dire que... Pensez vraiment qu'aujourd'hui, la majorité des Français veulent défoncer les Russes? Non, c'est pas ça que je dis. Mais vous voyez bien que l'air du temps, c'est quand même de considérer avec raison que la victime de l'agression, c'est l'Ukraine, mais c'est un soutien sans retenue critique. Quand je vous dis effectivement 13 000 morts à la ligne frontière entre le Donbass, le Donetsk et le reste de l'Ukraine, c'est que la guerre a continué. Donc si la guerre a continué, vous êtes russe de l'autre côté, vous vous dites mais pourquoi est-ce qu'on va laisser nos populations se faire massacrer? On a inventé, nous, occidentaux, un principe de droit qui s'appelle le devoir de protéger. Devoir de protéger. Alors si les Russes vous disent mais attendez, le devoir de protéger c'est aussi pour nous, pour nos minorités. Là, on est complètement coincé en droit international. Parce que le devoir de protéger, personne n'est le contrôleur de... C'est un principe de droit international. C'est un principe de droit international. C'est-à-dire, on demande à l'ONU, si vous voulez, le droit d'intervenir militairement pour protéger une population. Obligation morale. Mais ce n'est pas une obligation stratégique. Donc, c'est ce qui s'est passé en Libye. Et donc, vous vous retrouvez avec des gens qui vont vous retourner l'argument en vous disant, mais attendez, moi je suis russe, il y a des Russes qui se font massacrer, je vais aller les défendre. Et à ce moment-là, on est dans le hiatus, si vous voulez, qui fait que l'ingérence a été pensée pendant l'époque où les Occidentaux se considéraient comme les gendarmes de la planète, et donc ils ont défini un droit d'ingérence. Et ce droit d'ingérence, si vous le retournez en disant « oui, d'accord, c'est très bien votre truc, mais maintenant on va l'utiliser pour nous », ben, vous êtes complètement bloqué. Donc, vous voyez, quand je vous dis sur la Cour pénale internationale, tous ces gens qui disent qu'il faut faire passer Poutine en Cour pénale internationale, ils vous disent jamais il faut faire passer George Bush. Moi, j'étais dans un débat, tout à coup, j'ai soulevé une journaliste et un type qui disaient mais enfin c'est pas pareil. Il y a 100 000 morts en Irak, il y a un ordre de priorité à mon sens. Ils disaient non c'est pas pareil. Ça arrivera Poutine à la Cour pénale? Non, c'est pas vrai. Non, ils n'ont pas signé de toute façon. Non, ça n'arrivera pas.
Ouais, peu de chance. Et George Bush, non, c'est pas la peine de rêver. George Bush, il vit sa retraite tranquille, je vous rassure, il il fait des conférences, tout ça. Oui, dans lesquelles il fait des lapsus très intéressants. Ah oui. Non, mais on sent que cet homme a été retiré de notre affection trop tôt. Oui, c'est cette courte période de la fin de vie des politiciens où ils deviennent très intéressants, il faut les écouter, ils ont une tendance à balancer des c'est vrai. Des choses. Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. Iraq, anyway. 75. Oui, disjoncte à ce moment-là. Merci d'être venu nous voir. Merci de l'invitation. Merci à la régie, merci aux spectateurs. Et comme on dit ici, merci Cognac Jet, à vous les studios. Et à tout de suite.